Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHTL en compagnie de Sébastien Thierry, que je salue. Bonsoir Sébastien, avec qui nous animerons cet ultime débat à 48 heures du premier tour de ces élections législatives. Et ce soir, c'est la circonscription la plus disputée des quatre, sans doute, que nous évoquerons, celle de Corté-Balagne, où le député sortant Paul Jacob a renoncé à se présenter et qui, par conséquent, verra un ou une nouvelle élue accéder au Palais Bourbon. Alors, ils sont 8 ce soir présents sur ce plateau. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. 11 candidats en tout sont engagés dans cette circonscription qui traverse la Corse d'est en ouest, d'Aimarine di Usulaggio à Boccabalmaril. 8 avec nous donc sur ce plateau. Présentation en images avec Dominique Moret. Jean-Félix Acquaviva porte les couleurs de Peagurziga. À 44 ans, cet économiste de formation est maire de Lozzi et président de l'Office des transports. Francis Giudici représente La République en marche. De sensibilité libérale, il est maire de Ghisonaccia et conseiller départemental, membre de la majorité. Stéphanie Grimaldi, investie par les Républicains, est candidate pour la 3e fois. Maire de la Pourte et élue territoriale, elle a été conseillère exécutive en charge du Paduc en 2004. Jean-Martin Mandologne se présente sous les couleurs d'Une Nouvelle Corse. Et également conseiller territorial, ce proviseur de lycée veut incarner une droite régionaliste. Au Front National, c'est une première pour Bernadette Jacob d'Illusi. C'est la fille de l'un des fondateurs du FN insulaire. Elle entend surfer sur les résultats de Marine Le Pen. Henri Malos est de sensibilité centriste. Originaire du Bozio, cet ex-président du Comité économique et social européen n'a pas réussi à obtenir l'investiture La République en marche. Marie-Jeanne Fedi incarne les valeurs du Parti communiste français. Adjointe au maire de Vescovato, elle fut conseillère territoriale Front de gauche lors de la précédente mandature. Jean Mograoui est un nouveau visage. Investi par la France insoumise, ce retraité originaire de Moltifao veut capitaliser le score obtenu par Jean-Luc Mélenchon. À peu près 5500 voix. 3 autres candidats sont donc engagés dans cette campagne. Jean-Hugues Mariani dit Baron, Didier Gibaud pour Lutte ouvrière et Lionel Sonnette pour l'UPR. Alors une précision concernant l'absence d'une invitée, Madame Jacob d'Illusi n'a pu être présente sur ce plateau. Elle est remplacée ce soir par son suppléant, Monsieur Anthony Escobar Zanini. Alors le principe de ce débat, vous le connaissez tous, une partie consacrée à la politique nationale avec des thèmes qui concernent aussi directement notre île, et puis la seconde partie spécifiquement tournée sur la Corse. Vous aurez en tout 90 minutes et vous pourrez conclure avec quelques minutes pour chacun d'entre vous. Alors voyons d'abord les contours de cette circonscription, la plus grande des 4 circonscriptions insulaires, avec Dominique Moret. C'est la plus vaste et la plus rurale. La 2e circonscription de Haute-Corse s'étend de la Balagne à la côte orientale. Elle comprend 191 communes pour 79 155 habitants. Dans les villages de l'intérieur, notamment dans la partie est, il y a plus d'électeurs que de résidents. Les inscrits gardent souvent des liens familiaux avec le territoire. La proximité avec les élus locaux reste forte. Dans cette zone, l'accès à la santé et aux services publics est un enjeu important. Le territoire présente de très fortes disparités avec un intérieur souvent pauvre où domine le sentiment d'abandon et des zones côtières développées. À l'ouest, la Balagne tire l'essentiel de son revenu du tourisme et du commerce. Avec 66 085 inscrits, un candidat doit totaliser 8 260 suffrages pour se qualifier au second tour dans le cadre d'une triangulaire. Ce scrutin est marqué par la non-candidature de Paul Jacobi. Après 3 législatures au Palais Bourbon sous l'étiquette PRG, le Vénaquais passe la main. Alors vous représentez ici toutes les familles politiques avec leurs différences, voire leurs oppositions. Stéphanie Grimaldi, c'est votre 3e candidature dans cette circonscription. Pas forcément la plus facile parce que votre famille est divisée. Des élus et non des moindres soutiennent votre concurrent à droite, Jean-Martin Mandologne. Écoutez, moi je m'inscris dans la cohérence d'une candidature qui est celle, en effet, vous l'avez précisé, depuis 10 ans, qui me permet, grâce à mon ancrage rural et local, de fédérer sur cet engagement et non pas sur une base électorale qui pourrait laisser penser à du micro-clientélisme. Moi, encore une fois, aujourd'hui, dans cette élection, je souhaite porter la voix de la Corse à Paris, la voix de cette circonscription extrêmement rurale. Et même si je déplore la division à droite, puisque je ne la comprends pas, puisqu'elle est issue des mêmes rangs que moi, je sais aujourd'hui que les électeurs ne se tromperont pas d'élection dans cette élection, c'est-à-dire que nous sommes dans une élection nationale et non territoriale, et que, vraisemblablement, de ce que j'ai ressenti dans le cadre de mes tournées, c'est la cohérence, la régularité, la ténacité dont j'ai fait preuve, le fait que j'ai été au combat, quels que soient les adversaires, à chaque fois pour représenter ma famille politique, sans qu'il y ait
de dissidence aucune à ce moment-là, quand le combat était vain, qui sera récompensé aujourd'hui. Le micro-clientélisme, c'est Jean-Martin Mandolone ? Je dirais qu'aujourd'hui, vous savez, la notion de renouveau, elle ne se décrète pas. Aujourd'hui, lorsqu'on se revendique du renouveau, mais que c'est simplement une question d'affichage de micro-territoires sous la forme de soutien, la légitimité, elle vient des combats qu'on a menés et puis elle vient des urnes. Donc aujourd'hui, vous savez, on l'a compris avec les élections présidentielles et d'autres encore, il y a un grand bouleversement dans la vie politique et les consignes de vote. Tout cela, c'est un temps qui révolue. Jean-Martin Mandolone, c'était donc pour vous, vous êtes de la même famille politique, on pourrait croire le contraire avec Mme Grimal, vous siégez dans le même groupe à l'Assemblée de Corse. Qu'est-ce qui vous différencie alors ? Je crois qu'on ne va pas refaire le match ce soir. Les électeurs et les spectateurs qui nous regardent ce soir ont très bien compris de quoi il s'agit. Il s'agit de l'expression de la diversité à droite. Stéphanie Grimal incarne, avec une certaine persévérance, parfois même un certain talent, une droite conventionnelle, une droite légitimiste, une droite parisienne. Elle incarne, elle représente un grand parti parisien. Elle ne peut pas représenter toute la famille de façon hégémonique. Du reste, je veux rappeler qu'on écrit l'avenir en politique, à l'encre du passé. Ça fait 20 ans que nous sommes compagnons politiques avec Stéphanie Grimaldi. Je me souviens qu'en 1997, elle défendait avec ardeur et avec la fougue d'une femme de moins de 30 ans, puisque j'ai toujours le même âge qu'elle, et nous avions le même âge à l'époque, la candidature de Paul Patriarche. Et pour cause, le suppléant de Paul Patriarche était son père, à qui je veux rendre un hommage appuyé. Et à l'époque, Paul Patriarche était dans l'expression de la diversité. On invoquait et on convoquait des mots qui faisaient penser à ce qu'on vit aujourd'hui en matière de dissidence. Ça ne nous a pas empêchés, tous les deux, à l'époque, de soutenir Paul Patriarche. Ça ne nous a pas empêché de le faire gagner. Donc je crois que celles et ceux qui aujourd'hui prônent de façon un peu excessive l'unité de la famille devraient mesurer leurs propos et considérer que le législateur a bien souhaité 2 tours. Et il y a bien un tour pour l'expression de la diversité et puis un tour pour l'unité, tout simplement. Francis Dioudjivou, vous êtes un homme de droite, majorité départementale jacobiste quand même. Vous avez soutenu Bruno Le Maire à la primaire de la droite et du centre. Et aujourd'hui, vous vous présentez sous les couleurs d'Emmanuel Macron. Vous auriez pu aussi avoir l'étiquette Les Républicains. Quel est votre sens de votre présence ? Ma candidature est surtout une candidature de rassemblement. Et la réflexion a été lancée suite au premier tour de l'élection présidentielle, l'effondrement des partis traditionnels. Donc on a voulu s'inscrire sur un projet de rassemblement le plus large possible. Donc ma candidature se situe autour de ça. Mais votre démarche politique, elle est plutôt située à droite. Je suis de sensibilité libérale, mais j'adhère au projet d'Emmanuel Macron, comme je l'ai fait donc, au sein de mes conseils municipaux sur des majorités plurielles. Je pense que il faut essayer de tenter cette chance qu'on a pour demain. Alors après la droite, on passe à la gauche. Est-ce qu'on peut vous classer à gauche, Henri Malos, ou au centre ? Je suis au centre et quelqu'un qui essaie de prendre ce qu'il y a de mieux de la gauche et de la droite. Vous avez entendu ça déjà au cours des dernières semaines. Je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité. Et je voudrais saluer la dernière personne que j'ai rencontrée dans ma visite de terrain, ma campagne de terrain, près des associations, près des commerçants, des petits hôtels, Marie de Vievario, 82 ans, qui m'a souhaité bonne chance. Vous savez, je crois que je peux représenter ce renouveau. J'ai une expérience très originale. Un de mes opposants, qui n'est pas ici, a dit « Henri Malos, on dirait qu'il vient de la Lune ou de Bruxelles ». Je rappellerai que Bruxelles, et moi j'ai concouru depuis 20 ans, a amené 800 millions d'euros pour la Corse. Donc c'est quand même pas la Lune, mais c'est presque la Lune. Et moi je suis quelqu'un qui souhaite le succès du président Emmanuel Macron, mais qui souhaite en même temps, et peut-être finalement c'est un bien que je n'ai pas eu l'investiture, parce qu'on a l'impression que le renouveau d'En Marche s'est arrêté aux rives de la Méditerranée, mais qui souhaite faire réussir Emmanuel Macron dans le sens de la relance de l'Europe et aussi dans le sens d'une décentralisation. Ce pacte girondin qu'il a annoncé lorsqu'il est venu ici à Vescovat, mais dont on ne voit pas encore pour le moment la réalisation. Donc moi je serai apparenté, centriste, pour soutenir l'action du gouvernement et du président, mais avec ma liberté de jugement et ma liberté de pensée. Marie-Jeanne Fay, dites-vous, la gauche, c'est votre credo, mais pourquoi une candidature communiste ? Communiste Front de Gauche avec Charles Casabianca. Donc nous sommes candidats
du PCF Front de Gauche. Nous sommes candidats dans la continuité d'un engagement, je dirais, sincère et dévoué. Nous faisons une politique de justice, d'équité, de respect. Nous pensons à l'humain d'abord et au progrès social. Je pense qu'on n'a plus besoin de se présenter. Partout où l'on passe, lorsque l'on parle de ce que nous sommes et de ce que nous représentons, les gens nous reconnaissent parce qu'ils nous voient régulièrement, de par nos candidatures de militants. Alors Jean Mograoui, qu'est-ce qui vous distingue, vous, à la France Insoumise, de Marie-Jeanne Fay? Vous étiez unis pour la présidentielle, où il y a eu d'ailleurs un mot score de M. Mélenchon. Aujourd'hui, vous êtes face à face. On n'est pas arrivé à s'entendre, tout simplement. Bon, ce qui nous différencie, en fait, c'est au niveau du nucléaire. Parce que tout le restant, il faut dire les choses, on a le même programme, quasiment. Et... Enfin, sur la Corse, c'est pas un point de fixation, quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Voilà. Bon, je peux dire que ce qui m'a réveillé, parce que ma foi, je faisais pas de politique, hein, ben, je me suis aperçu que le pays était défiguré par le chômage, la pauvreté, le productivisme aveugle, les communautarismes hypocritement entretenus. C'est important. Hein. C'est peut-être pas trop chez nous, peut-être pas trop en Corse, mais sur le continent, c'est assez visible. Bon, la finance, la cupidité, les préjugés de classe, le sexisme, le racisme. On est en 2017 quand même, on aurait pu espérer quand même que dépasser tout ça. Ben non, on y est, on est en plein. Ça pourrit tout. Alors... Et j'ai découvert dans l'avenir en commun, je pense que c'est un moyen de changer les choses. Alors Anthony Escobar, vous êtes le suppléant de Mme Jacob Di Lucie dans la circonscription. Vous espérez retrouver le score de Marine Le Pen qui était très important là aussi? Oui, écoutez, ça c'est très important à relever. Il faut souligner le très beau score que Marine Le Pen a fait du coup en Corse dans les 4 circonscriptions. On a essayé de nous faire comprendre des contre-vérités que j'aimerais bien rectifier aujourd'hui. On nous a expliqué que le vote Front National était un vote de frustration ou de colère. Je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est réellement un vote d'adhésion. On nous a aussi dit que le score de Marine Le Pen était illégitime. Je tiens quand même à rappeler que pour l'élection territoriale de 2015, le taux d'abstention, enfin le taux de participation était de 65%. Le taux de participation, non, c'est le contraire, 67%. Et le taux de participation pour les présidentielles est à 65%. Donc 3 points d'écart à peu près. C'est pas énorme. Donc la victoire, enfin le beau score de Marine Le Pen sur la Corse et la victoire de notre nouvelle majorité territoriale est aussi légitime, sont aussi légitimes l'une que l'autre. Alors, les nationalistes, c'est vous, Jean-Félix Acquavive, qui représentez les nationalistes. Ça sera un test aussi pour cette famille qui a l'ambition d'être au second tour et même de gagner ce scrutin. Quel sera le sens de votre message, de votre candidature? Eh bien, nous pensons qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après décembre 2015. Il y a eu la victoire des nationalistes, une accession aux responsabilités, 18 mois de travail dense, des évolutions importantes au niveau des transports, des politiques de l'intérieur, des avancées aussi réglementaires et législatives avec le statut d'île montagne. Et nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, il faut franchir un cap historique. Il faut faire en sorte qu'il y ait des députés de la Corse qui représentent une politique claire en Corse et qui ne vont se battre que pour une seule chose, le parti de la Corse et du peuple corse, et obtenir ce qui n'a pas été obtenu, des avancées législatives, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore le pouvoir législatif, il faudra bien l'obtenir pour régir dans un certain nombre de domaines la vie quotidienne des Corses et être au plus près de leurs aspirations. C'est un test pour la majorité territoriale, vous le considérez comme tel? Je crois qu'au-delà de la notion de test, c'est une notion naturelle que de dire qu'aujourd'hui, après l'accession aux responsabilités de décembre, la voie aussi qui s'élargit. On voit aujourd'hui de nombreux Corses qui, quelles que soient leurs opinions, rejoignent la démarche, et c'est tant mieux. Bien, il était normal que l'on puisse se dire qu'il fallait franchir ce cap-là et faire en sorte d'envoyer enfin un message à Paris qui soit pris en compte, parce que malheureusement, jusqu'à ce jour, Paris reste sourd et n'évoque pas la Corse dans sa programmation. Alors après ce premier tour de table, ouvrons le débat proprement dit avec avant toute chose une question qui se pose quand même dans cette circonscription et dans aucune autre. C'est là où les pressions qui ont été exercées sur certains candidats pour qu'ils se retirent. Des menaces très claires ont visé certains d'entre vous, certains même présents sur ce plateau. Alors les affaires, l'affairisme pèsent sur ce scrutin dans cette circonscription plus qu'ailleurs. Jean-Martin Mandologne.
Écoutez, je crois que le temps est venu maintenant de sortir de ces années de plomb. Je voudrais d'abord rappeler très solennellement mon soutien, ma solidarité à Pierre Guidogne, pas seulement parce qu'il me soutient, mais parce qu'il était victime de menaces qui sont insupportables, qui témoignent que notre démocratie en est encore au balbutiement, que le droit d'expression, la liberté d'expression, la liberté d'aller, la liberté de venir, la liberté de se contredire n'est pas tout à fait acquise dans certains esprits. Je crois que le temps est venu pour le député qui sera élu le 10 juin prochain d'entamer dans le cadre de la moralisation de la vie publique une entreprise spéciale pour la Corse pour que désormais notre démocratie puisse atteindre irrémédiablement, irréversiblement l'âge adulte. Vous avez été particulièrement concerné, Francis Diou. J'ai eu des menaces très claires à votre égard, des bombages sur des maisons. Des bombages sur la maison de mon premier adjoint. Donc, bien sûr, une certaine forme de pression, mais qui n'entache rien notre détermination de continuer. Donc, là, je condamne justement les menaces, les tentatives d'intimidation sur Pierre Guidogne, bien sûr, qui est un ami. Mais bon, je pense que c'est pas ça qui doit le faire arrêter. Continuer dans notre démarche. Donc, pour moi, au contraire, ça n'a entaché en rien ma détermination. Stéphanie Grimaldi, pourquoi des menaces sur cette circonscription? Ça n'existe pas dans les 3 autres. La situation est particulière dans cette circonscription de Haute-Corse, quand même. Écoutez, elle a pu sembler particulière lors des précédentes élections, parce que c'est vrai que j'ai eu souvent coutume de le dire, on sentait que l'électorat était un peu soumis à une chape de plomb et donc c'était très difficile de faire campagne dans ces conditions. Aujourd'hui, on sent que l'électeur est libéré d'un poids certain, ça c'est vrai. Maintenant, pourquoi dans cette circonscription plus que dans une autre, il y aurait des tentatives de menaces Exactement, je ne le sais pas. Je souligne quand même que l'autre jour, Francis Diou ici nous a dit que celles dont il a fait l'objet sont plus liées à des problèmes strictement locaux et liés donc à sa commune qu'à l'élection législative en elle-même. Des candidats qui se désistent, c'est pas courant quand même. Donc je voudrais quand même relativiser les choses, voilà, parce qu'après, bon, il ne faut pas non plus, je veux dire... Alors la liaison est tout trouvée pour parler du projet préparé par le gouvernement sur la transparence de la vie publique et tout ce qui va avec. Henri Malos, vous ne vous êtes pas reconnu dans le mouvement En Marche qui a choisi Francis Diou. Vous avez tenu des propos assez durs envers lui d'ailleurs sur cet aspect-là. Non, jamais à titre personnel. Jamais à titre sur les choix des investitures en Corse en tout cas. Donc j'ai dit que j'étais surpris. Moi je voulais dire que le 3 octobre 2015, j'ai ouvert les yeux sur le système claniste dans une réunion qu'elle participait, Paul Jacob, certains M. Viola et d'autres, et on parlait de procuration déjà acquise 2 mois avant. On parlait d'emplois donnés à telle et telle commune. Moi, je dirais franchement, donnés à des proches, à des amis. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle j'ai refusé de continuer et d'être sur cette liste. Moi, élu, je peux promettre ici devant tout le monde que je n'emploierai personne de ma famille. Je ne recruterai ni ma femme, ni mon fils, ni ma neveu, nièce ou cousin. Je ne donnerai aucun favoritisme pour acheter des terrains à un cousin ou à un parent ou à un ami. Vous savez, pendant 30 ans de vie publique au niveau européen, moi j'ai dirigé une institution avec 1500 fonctionnaires. J'ai constitué un cabinet de 15 personnes et j'ai toujours eu cette éthique. Donc ce sera ma ligne de conduite. Je soutiens totalement le plan que François Bayrou, par ailleurs je connais très bien, a présenté il y a quelques jours. Je pense même qu'il ne va pas assez loin en matière de conflit d'intérêts, qu'il ne veut pas assez loin parce que nous proposons, moi je propose dans mon programme l'interdiction que toute personne se présentant à une élection ait un casier judiciaire de quelque nature que ce soit, et l'interdiction aussi pour des gens mis en examen. Dans d'autres pays plus au nord, on ne pourrait pas imaginer que des gens mis en examen pour des affaires de détournement de fonds publics puissent penser une seconde qu'ils vont se présenter à des élections. Moi, je m'excuse. Ce sont des choses qui sont contre la morale. 99% des habitants de Corse, 99,8, ne sont pas mis en examen. On doit en choisir parmi eux des élus. Francis Diou, on n'a pas très bien compris si Paul Jacob vous soutient, il dit qu'il ne soutient personne ou pas. En tout cas, il soutient les candidats En Marche à Ajaccio et à Bastia et pas dans celle-ci. Paul Jacob a fait une conférence de presse, donc il a été clair. Donc il a dit qu'il avait 3 amis dans le candidat, donc Marie-Jeanne Fed, qui est mon ami aussi.
Stéphanie Grimaldi et Francis Dioud. Il a de l'estime pour Francis Dioud. Je pense que voilà, donc Paul Jacob ne sait pas, mais je n'en attendais pas plus. Donc j'ai beaucoup de respect pour Paul Jacob. Par contre, je voudrais reprendre M. Malos lorsqu'il fait certaines allusions sur des recrutements de. Je n'ai jamais eu de gendre sapeur-forestier. Donc là, je ne sais pas, vous avez pris vos informations. Moi, j'ai aucune information. Vous l'avez écrit sur votre blog. Je parlais en général. Non, je n'ai pas de blog d'ailleurs. Monsieur Malos, comme les terrains vendus à un neveu. Les terrains communaux vendus à un neveu, je peux vous dire que là-dessus, et je le dis clairement, puisque c'est une démarche qui a été publiée, donc il y a une régularisation de certains terrains d'individus qui appartiennent aux 4 communes, où les exploitants non titrés régularisent leur... Donc là c'est vrai, ça vole vraiment bas. Non, je m'excuse, je tiens... Là-dessus, ça vole vraiment bas. Puisque M. Dioudi met en cause, je n'ai jamais écrit, je n'ai pas de blog, d'autres personnes l'ont fait, moi je n'ai jamais écrit nulle part. Et si vous le trouvez, ça a été écrit à votre nom. Si vous le trouvez, montrez-le-moi, alors son défaut. Je n'ai jamais mis en cause quelque chose. J'ai parlé en général. Alors ma démarche est claire. Vous êtes senti-visé, mais moi je n'ai parlé de personne. Non, je ne me suis pas senti visé. Si je vous ai cité, portez plainte contre moi. Vice-président du conseil départemental, donc c'est clair. Si je vous ai cité, portez plainte. Vous ne l'avez pas fait, je ne vous ai jamais cité. Je ne compte pas porter plainte. Si vous êtes senti visé, c'est votre problème, pas le mien. Concernant la moralisation de la République, oui, je suis pour. Oui, je ne recruterai personne de ma famille, je ne l'ai jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Et j'y tiens. Je suis en politique depuis 1977, maire depuis 1993, et je pense que, je l'ai dit d'ailleurs lors d'un autre débat, je rends hommage à la majorité des élus qui se battent au quotidien. Parce qu'on ne voit que la face cachée. Donc, M. Malos, là-dessus, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je ne donne à personne. Alors, Jean-Martin Mandolone, je vous indiquais mon engagement. Sur la probité, sur le projet de loi, vous serez favorable? On a vu mercredi à vos côtés, en meeting à Calvi, des élus qui vous soutiennent et qui ont été condamnés. Moi, je suis d'abord pas juge. Je me présente devant les électeurs avec un parcours que chacun, parce que tout le monde se connaît en Corse, aura à cœur d'apprécier. Je suis en effet pour aller beaucoup plus loin sur la moralisation de la vie publique parce qu'elle doit s'accroître, parce qu'elle répond à une exigence citoyenne de plus en plus importante. Je crois que tous ceux, toutes celles qui ont eu un temps des rapports déviants à l'argent, des rapports déviants à la proximité, avec des marchés publics, avec des procédures douteuses, tous ceux, toutes celles qui ont eu des rapports déviants par rapport à des trafics d'influence, cela devrait s'auto-éliminer des compétitions. Même s'il y en a qui vous soutiennent? Cela devrait s'éliminer des compétitions. Bien. Pour le reste, vous savez ce qu'on dit, les soutiens n'ont pas d'odeur. Pour le reste, moi je considère, de façon très revendiquée, très assumée, que ce sont les juges, et uniquement les juges, qui doivent apprécier des déviances de celles et ceux qui ont à comparaître devant notre justice. Et dans un état de droit, nous n'avons pas d'autre choix. Universel, hein. Dans un état de droit, nous n'avons pas d'autre solution que de faire confiance à la justice. Dès lors que les médias, je le dis très tranquillement, dès lors que notamment les réseaux sociaux commencent à s'auto-proclamer comme juges de certains comportements, je pense qu'on va vers des difficultés. Il ne faut pas s'étonner du reste qu'à ce moment-là, les citoyens se détournent des urnes, ou pire encore, aillent choisir des solutions extrêmes. Enfin, vous savez, il y a quelqu'un qui disait « Les petits hommes sont soucieux d'étiquette, les grands hommes sont soucieux d'éthique. » Dans cette compétition, les électeurs, dimanche, ont apprécié ceux qui sont des petits hommes, de ceux qui sont des grands. Pour ma part, mon parcours, ma trajectoire politique, elle est claire, elle est sur la table. Je n'ai évidemment aucune... Vous savez que les soutiens sont parfois avec des arrière-pensées. Oui, alors les soutiens se manifestent au gré des comportements politiques qui, en effet, bien souvent, sont des perspectives d'avenir. Moi, je n'ai promis quoi que ce soit à personne. Celles et ceux qui me soutiennent parce qu'ils ont envie, avec moi, de s'engager sur une voie d'avenir, qui tournent résolument le dos à certaines pratiques, à des années de plomb, qui ont pesé très lourdement sur la démocratie en Corse. Ils me rejoignent, non pas pour se faire une virginité, mais parce qu'ils font un pari d'avenir, le pari d'une voie nouvelle et de la base d'une construction politique nouvelle en Corse. Stéphanie Grimaldi, est-ce que vous voteriez ce texte? Votre campagne présidentielle a été polluée par toutes ces affaires. Hein. Alors, si je suis élue députée, je voterai ce texte selon le contenu exact qu'il aurait. Pourquoi? Parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on se soit précipité
pour constituer ce gouvernement, Emmanuel Macron a pris du temps, puisqu'il a demandé 24 heures à 48 heures de plus, pour essayer de constituer un gouvernement de personnes les plus intègres et les plus honnêtes possibles. Et puis on s'aperçoit depuis une semaine qu'il y a une affaire qui pourrit le début de la mandature de M. Macron, qui est l'affaire Ferrand. Donc, je pense aujourd'hui que M. Bayrou s'est précipité. Et l'image que ça m'en donne, c'est l'image d'une loi, d'un projet de loi un peu brouillon. J'aurais aimé qu'il y ait une commission qui soit créée avec des hauts magistrats. J'aurais aimé que l'Association des maires de France, l'Association des présidents de conseils départementaux de France, des conseils régionaux de France, parce que quand même, ce sont les élus qui sont concernés par cette réforme. Et je dois vous dire que, bien évidemment, que nous sommes pour une plus grande moralisation de la vie publique, mais il faut aussi songer enfin à définir un statut de l'élu. Parce que peut-être que ça aussi, c'est quelque chose qui, depuis le départ, manque dans notre vie publique et dans la vie politique, et fait que parfois, eh bien, il y a des comportements qui ne sont pas pénalement répréhensibles, mais ils le sont moralement et de par l'éthique. Et c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas de statut de l'élu qui empêche les élus d'être parfois totalement indépendants et totalement neutres dans leur activité. Alors Jean-Félix Acquaviva, sur ça, les nationalistes, votre fameuse maison de cristal, c'est votre objectif. Vous voteriez ce texte ? Je crois qu'en termes de démocratie, de transparence et d'éthique, il y a eu un avant décembre 2015 et un après, effectivement, puisque ça a été une des choses sur lesquelles les Corses se sont déterminés. Donc il faut d'abord, au niveau local, que nous ayons une politique claire. C'est ce que nous nous exerçons à faire à la collectivité territoriale de Corse. Et je crois que c'est reconnu sur tous les bancs de l'Assemblée de Corse, en termes de règlement d'aide aux communes, en termes d'aide aux entreprises, aux associations. Aujourd'hui, à la collectivité, quelle que soit l'opinion d'un président d'association, de chef d'entreprise ou maire, lorsqu'on a droit à une aide, on y a droit. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Bien entendu qu'il faut aller plus loin sur la moralisation de la vie publique. Bien entendu que nous y sommes favorables. Maintenant, il faut faire attention à la frontière du populisme, de la démagogie. Et puis, le diable se nichant dans les détails, il faut faire attention aussi à certaines mesures. Par exemple, sur le cumul des mandats électifs, nous sommes pour 2 mandats exécutifs dans le même mandat successif et pas 3. On constate qu'il y a loin de la coupe aux lèvres lorsqu'on regarde le projet sur ce point, par exemple. Donc je pense que ce qui va faire la différence, c'est le contenu exact des choses et la cohérence que nous y mettrons en termes de contenu, voire d'amendement. Jean Mograoui, des lois sur la transparence, il y en a eu beaucoup depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Oui, vous êtes là pour ça. Je réfléchissais comme ça, et je me disais que si on faisait une petite enquête sur les années antérieures, par exemple, sur ce fonds de... Comment on appelle ça pour les députés, les sénateurs? La réserve parlementaire. Qui était donné à des députés, des parlementaires sans aucun contrôle, eh bien on risquerait d'avoir des grosses surprises. Ce qui me fait dire qu'à mon avis, pour les affaires, on n'a pas fini d'en voir. C'est pas terminé. Il n'y a pas que l'affaire Ferrand, on le sait. Là, il y a encore deux personnes qui sont encore inquiétées. Toujours pareil, hein, en marche. Je sais pas. Moi, je suis persuadé qu'on va découvrir et encore découvrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Eh bien, il faut, c'est bien, hein, la loi de moralisation, mais tout à fait. Enfin, c'est pas une petite faute quand un élu met la main dans le pot de confiture. Eh bien, c'est une faute. Voilà. Il a pris l'argent du contribuable. En français, on appelle ça un voleur. Voilà. Et ce que je reproche, c'est que, on n'ose pas le dire, on est poli, on est un peu trop courtois. Mais quand on prend l'argent du contribuable en permanence chez des pauvres gens, moi je suis là pour défendre des gens qui ont, je vous assure, qui ont vraiment du mal à y arriver. Et quand je vois un peu, ces gens se servir, ça fait quand même mal au cœur. Anthony Escobar, au FN, vous n'êtes pas épargné par les affaires au niveau national. Vous voteriez ce texte? Il faut aller plus loin? Les affaires dans lesquelles le Front National est mis en cause ont, pour la plupart, été élucidées. Il en reste quelques-unes quand même. Hein. Ouais. Oui, mais bon, j'ose supputer qu'il y aura une fin heureuse à tout ça. Oui. Ce qui est regrettable quand même, c'est que... Aujourd'hui, ces lois de moralisation de la vie publique, il y en a déjà eu beaucoup, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui est regrettable, c'est que ça soit nécessaire aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Moi, je me mets à la place de l'électeur à qui on parle tous les jours, qui nous dit non, mais moi, je ne vote plus, je m'abstiens, j'ai plus confiance. De toute façon, tous les politiciens sont des voleurs. Et je les comprends quelquefois, parce que regardez par exemple, on a un gouvernement qui est en place depuis très peu. On a Ferrand qui est accusé de pantouflage. On a Sarnez qui est accusé d'abus de confiance. Et on a Bayrou, ministre de la Justice, qui a déjà écopé de 2 plaintes pour diffamation. Comment vous voulez que les électeurs fassent confiance en la politique quand en même pas un mois, on est déjà avec 3 affaires sur 3 ministres? Marine Le Pen qui refuse d'aller aux convocations des juges aussi. Oui, mais ça, c'était parce qu'on l'a convoqué dans le cadre de l'élection présidentielle, alors que c'était une affaire européenne qui remontait à bien avant. Elle a répondu de ces affaires et tout s'est très bien terminé. C'est pas encore fini. Moi, j'ai convoqué Fillon, et Fillon y a été. Moi, je défends pas Fillon, loin de moi. Marie-Jeanne Feld, sur la transparence, vous voteriez? Mais juste avant ça, je souhaiterais revenir et condamner surtout les menaces dont ont été victimes Pierre Guidoni et Francis Duy. D'ailleurs, Pierre Guidoni a retiré sa candidature. Francis Duy, chez lui, l'a maintenue et je pense que c'est très bien. Et à ce sujet, nous interpellons les pouvoirs publics de façon à faire le plus clairement possible ces affaires, mais surtout protéger le suffrage universel, parce qu'indirectement, c'est quand même faire pression sur l'électorat. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Donc nous demandons au pouvoir public aussi de garantir la sérénité et la sincérité des scrutins des 11 et 18 juin, ce qui est très important. En ce qui concerne la moralisation, bien entendu... Vous avez des doutes? Pardon? Vous avez des doutes sur le déroulement de ces scrutins? Non, je n'ai aucun doute. Je n'ai reçu aucune menace, je vous rassure. Mais au vu de ce qui s'est passé pour M. Pierre Guidoni et M. Diou, je demande simplement au pouvoir public de jouer leur rôle, simplement. Mais je n'ai eu aucune menace. Et ensuite, en ce qui concerne la moralisation, chaque fois qu'il y a une nouvelle mandature, ils pondent une loi, bien sûr, de moralisation, mais ils sont aussitôt rattrapés par les affaires, moins d'un mois après l'élection, bien évidemment. Mais je pense que tout cela, c'est parce que chaque gouvernement qui s'est succédé a refusé quelque part de séparer le pouvoir économique et le pouvoir politique. D'ailleurs, il suffit de regarder le parcours de M. Macron et on peut comprendre beaucoup de choses. Mais bon, mis à part ça, dans les sphères du pouvoir, il est normal, c'est une constante, mais je souhaiterais que l'on interdise d'embaucher un membre de la famille. Ça serait un minimum à faire. Et surtout, comment dire... toute personne ou tout élu condamné pour des malversations dans l'exercice de ses fonctions devrait retirer de fait ou démissionner de leur mandat si toutefois ils ont déjà été élus. Alors on va parler de la réforme du Code du travail qui est un dossier aussi important. Francis Diou, qui sera porté par la majorité En Marche s'il y en a une. Il faut modifier, plus de flexibilité, aller dans ce sens? Je pense qu'il faut modifier le Code du travail. Je pense qu'il faut le modifier. Donc, par contre, en engageant, c'est ce qui est en train de se faire, une large concertation, donc avec les organisations syndicales et tous les partenaires sociaux et autres, mais je pense qu'il faudrait... Et je pense que beaucoup autour des présents s'inscriront dans la démarche, mais je pense qu'il faut réformer le Code du travail qui est un document lourd. Et les travailleurs qui ont peur de perdre une sécurité, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je pense que il faut avoir confiance et justement, donc tous les syndicats sont là pour défendre. Par contre, il faudra être vigilant à ce qui se fait et défendre bien sûr les travailleurs et tous les partenaires. Mais je pense que la concertation sera élargie. C'est un texte que vous pourriez voter, Stéphanie Grimal. La modification du Code du travail, c'est aussi dans le programme de la droite. Oui, tout à fait. Nous avons également dans notre programme une partie importante sur la notion de flexibilité pour apporter plus de compétitivité aux entreprises. Et c'est vrai que nos parlementaires ont toujours dit que si la loi El Khomri, première version, n'avait pas été soumise à certaines pressions et le texte n'avait pas été modifié, nous l'aurions voté. Alors en ce qui concerne la réforme que semble préparer M. Macron, on attend d'avoir exactement là aussi le contenu. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous agréent, notamment le fait, comme je l'ai déjà dit, de faire connaître à un salarié déjà dès son embauche et dès l'obtention d'un contrat les modalités de rupture, qu'elles soient déjà prédéfinies. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'un chef d'entreprise, il faut aussi penser qu'il a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir aussi demain s'il doit malheureusement se séparer de son salarié, et c'est pas de gaieté de cœur, parce qu'un chef d'entreprise
quand il embauche, c'est pas pour se séparer d'un salarié, parce que souvent le salarié est son partenaire, mais c'est bien pour pallier à une déficience des commandes, eh bien à ce moment-là, il doit savoir à l'avance ce qu'il en serait. C'est pour ça que nous sommes pour, par exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales, mais attention, avec quand même un plancher, un seuil plancher. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi apporter des garanties sociales aux salariés. Ça, c'est tout à fait normal. Donc nous attendons de voir dans le contenu de la réforme que va proposer M. Macron, mais c'est vrai que dans tout le programme thématique de M. Macron, c'est la seule chose sur laquelle on puisse en effet retrouver des points communs avec notre majorité. Je suppose que vous partagez cette analyse, mais c'est quand même moins de droits sociaux. Jean-Martin Mondalois. Écoutez, moi j'ai dit, je répète à l'envi que si je suis élu, je siégerai sans ambiguïté sur les rangs de la droite. Seulement voilà, on ne peut pas être de droite en 2017 comme on était en 97. Moi je n'entends pas lâcher ou vendre ma liberté au bénéfice de l'appartenance à un groupe, à une doctrine, à un dogme. Je veux être et rester un homme libre. Pour le reste, sur ce point précis, je pense que notre devoir de député sera en effet de garantir davantage de liberté aux chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui engoncés et contraints par des réglementations qui empêchent toute initiative. Je pense qu'en matière de droit de travail, il faut trouver le juste équilibre entre cette liberté qu'il faut garantir aux chefs d'entreprise et des garanties sociales dont la France est héritière et qui font partie du pacte social entre le Parlement et les citoyens. Et le point d'équilibre aujourd'hui se trouvait, de mon point de vue, dans ce que proposait Alain Juppé. J'observe du reste qu'on est passé de Fillon 1 à Fillon 2 à Barouin et qu'aujourd'hui le curseur s'est très légèrement déplacé vers le centre. Je n'y vois que des avantages. Si ce projet, en tant que député libre de tout mouvement m'agrée, en effet, je le voterai sans la moindre hésitation. Vous avez dit que vous siégeriez à droite, mais ça ne veut pas dire forcément dans l'opposition à Emmanuel Macron. Écoutez, moi je crois que le temps est révolu où lorsqu'on était de droite, on devait se sentir obligé de dire du mal des gens de gauche au motif que 5 ans après, on préparait l'alternance. Je crois que ce temps-là est dépassé. On l'a vécu localement en 2015. On l'a vécu nationalement, non pas avec la disparition, parce que je pense que les partis vont se recomposer. En tout cas, on voit qu'il y a un système qui arrive à bout de souffle. Moi, je veux que les gens qui me désigneront le 18 juin aient confiance en la liberté du candidat, en la liberté de leur député. Chaque fois qu'un homme ou qu'une femme fera des propositions qui iront dans le sens des intérêts de la nation et dans le sens des intérêts de la Corse, il me trouvera à ses côtés pour l'escorter. Alors Jean-Félix Accoy, vous, on ne sait pas si vous êtes de droite ou de gauche. Est-ce que vous voteriez ce texte pour la déréglementation du droit du travail ? Nous avons des valeurs en tout cas, et ce qui est certain, c'est que ce projet, comme le projet de la réforme de la taxe d'habitation, c'est le prototype même d'un projet de loi qui doit être adapté en fonction de ce qu'est la Corse et de ses spécificités. On ne peut pas parler de restaurer la compétitivité des entreprises uniquement par cette question de code du travail. Surtout dans une île où il y a 95% de TPE, avec le surcoût d'insularité. Donc notre programme, c'est justement de faire en sorte d'adapter les projets de loi généraux, notamment sur la fiscalité, mais aussi en garantissant les garanties sociales. Aujourd'hui, dire que relancer le débat sur la réforme de la hiérarchie des normes, en disant l'accord d'entreprise est en tout temps et en tout lieu, vaut contre l'accord de branche, contre la loi et contre la Constitution, c'est un problème. C'est un problème, parce qu'il n'y a pas de garantie. Donc aujourd'hui, effectivement, si ça reste sur cette base-là, concernant la Corse, nous ne pourrons pas être pour, dans un premier temps, ça c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'il faudra amender. Il faudra adapter nos spécificités et il faudra aller plus loin. Le vrai débat, ce n'est pas le code du travail, le vrai débat, c'est la question des entreprises, du développement des entreprises, de la création d'emplois. Donc ça renvoie à la fiscalité, ça renvoie à ce qu'a voté l'Assemblée de Corse et à la capacité d'adapter les lois et les règlements pour ce faire. Jean Mograoui, sur ce thème. Moi, quand j'entends des gens dire, par exemple, que le code de travail est très épais, je réponds simplement que pendant des décennies et des décennies, des gens se sont battus. Si aujourd'hui on fait 35 heures, si on peut avoir un mois de vacances et prendre des congés, ce sont des gens qui se sont battus pour ça. Alors, quand je vois le tout pognon, excusez mon langage, hein, c'est le langage des gens de tous les jours. Quand je vois le tout pognon me raconter ça, moi ça me fait sourire. J'ai envie de leur dire, mais si vous pouvez aller à la plage aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bougé leurs fesses. Les conditions économiques françaises, européennes et mondiales ne nécessitent pas d'adaptation ? Non, monsieur. L'argent est là. Jamais la France, jamais ce pays n'a fait autant de bénéfices. Le problème, c'est que ce n'est pas réparti. Il y a une très mauvaise répartition. Regardez chez nous, regardez en Corse. La dette publique est énorme.
Encore une chose, on va emprunter où l'argent ? Pour payer les intérêts de la dette, dites-moi un peu, on emprunte l'argent où ? À la Banque centrale ? Vous savez bien que non. Hein ? C'est un marché financier, tout le monde le sait. On en est arrivé à un point c'est même plus de la corruption, là. C'est vraiment... C'est le laisser-aller total. Marie-Jeanne Fay, sur ça, vous êtes sur la même position. Il ne faut pas toucher, renforcer les droits sociaux et... Ah non, il ne faut surtout pas toucher au Code du travail. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Francis Giudice et Stéphanie Grimal lorsqu'on dit qu'il faut encadrer pour l'employeur et le sécuriser. Mais aujourd'hui, l'employeur est sécurisé, puisque si le salarié commet une faute, il peut être licencié à tout moment, sans même aucune indemnité. C'est écrit sur le Code du travail. Par contre, le salarié est sérieux. J'ai dit, on ne peut pas le licencier. Or, aujourd'hui, en modifiant le Code du travail, en plafonnant les indemnités de licenciement, pour une cause réelle et sérieuse du licenciement, sachez que c'est l'employeur qui prend tout de même la décision. Et en prenant cette décision, le salarié n'a rien à dire. Comme M. Diou, j'ai dit, mais voilà, les syndicats pourront intervenir. Non, c'est faux. Sur la Corse, 80% ou 90% du tissu économique, ce sont des PME et des TPE. Aucune organisation syndicale. Il y a moins de 10 salariés dans ces entreprises. Donc, les représentants syndicaux n'existent pas. C'est le salarié face à l'employeur et c'est l'employeur qui décide déjà aujourd'hui. Alors imaginez M. Macron qui veut réformer les IRP, les CE, les CHSCT. C'est ce qui permet quand même aux entreprises d'avoir des garde-fous. Si on touche au Code du travail, c'est la fin. Le salarié qui aujourd'hui veut faire un emprunt, qui a un CDD ou qui a un temps partiel, allez-y à la banque. On ne vous donnera rien. On vous demande d'avoir un CDI. Alors, si vous modifiez le Code du travail, et si on peut aller de CDD en CDD, aujourd'hui, le salarié, il n'aura plus qu'à crever, c'est le mot. Alors, Anthony, ce que nous demandons, nous, aujourd'hui, excusez-moi, monsieur Sébastien Thierry, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que quand même, au lieu de s'occuper du Code du travail, parce que c'est vraiment apparemment pour monsieur Macron, il faut faire ça très vite, pour contenter tous les patrons, le MEDEF notamment, qui l'a sûrement aidé à faire tout ça, et toutes ces ordonnances qui vont être faites au mois de juillet et août, au moment où les salariés prennent les vacances. Mais monsieur Macron, il veut des élus, tout simplement, pour transformer et modifier le modèle social, qui est issu quand même du Conseil national de la résistance. Monsieur Croizat, ministre du Travail, communiste, lui, il a quand même créé la sécurité sociale, il a quand même créé les régimes de retraite, il a quand même créé les congés payés. Il faut qu'on préserve tout cela. Et c'est pas en modifiant et en cassant le Code du travail qu'on peut préserver tout ça. Anthony Escobar, vous votez pas ? Contre. Le Front National, c'est depuis la première édition de cette réforme du travail, donc la loi El Khomri, nous nous sommes toujours positionnés contre, dans le sens où le plafonnement des indemnités prud'homales, la précarisation de l'emploi, ça enlève encore quelque chose aux salariés qui n'ont déjà pas grand-chose, il faut le dire, et on va en plus continuer à taper sur eux et favoriser encore une fois le grand patronat. Henri Malos, vous êtes plutôt pour une flexibilité. Écoutez, d'abord, je voulais dire que mon voisin Jean Mongrahi a raison pour une chose. C'est que les gens, pour beaucoup d'autres choses, mais notamment, les gens se sont battus pour un certain nombre de droits. C'est clair. Alors, c'est vrai que tout ça aboutit à un code du travail qui est aujourd'hui illisible et qui fait seulement la fortune des avocats en droit social. Il faut simplifier, notamment pour les employeurs, mais aussi pour les salariés. Il faut aussi s'adapter à la modernité. Beaucoup de gens maintenant travaillent chez eux, il y a le télétravail, il y a beaucoup d'éléments bien nouveaux. La formation tout au long de la vie qui est fondamentale. Alors, je pense qu'il faut réformer. Emmanuel Macron a une très bonne intuition, mais moi je dirais que je ne suis pas d'accord sur la méthode. Et il y a deux éléments de la méthode qui me déplaisent. D'abord, c'est que je crois que si on veut négocier un sujet aussi important, il faut le faire dans la grande clarté. Aujourd'hui, on voit, il y a un texte qui est soumis aux organisations syndicales, et puis fuite dans la presse nationale des documents différents. Et tout ça, ça crée une grande confusion. On ne sait pas sur quoi. Il faut avoir un seul texte, et pas essayer par la bande. Et puis deuxièmement, moi, je ne suis pas favorable au système des ordonnances, comme au 49.3. Je trouve que ce sont des survivances de régimes autoritaires. Nous sommes dans une démocratie. Et sur un sujet aussi important, il faut prendre le temps de dialoguer avec les organisations syndicales, de dialoguer avec les citoyens, de prendre en compte les spécificités, y compris les spécificités régionales. Monsieur Macron, il aura vraisemblablement une majorité, on verra, mais une majorité
pour longtemps. Il n'y a pas d'élection prévue avant les élections européennes de 2019. Bon, élections territoriales, mais c'est particulier. Donc il a le temps. Pourquoi cette précipitation pendant l'été ? Je trouve que c'est quelque chose qui est porteur de danger. Alors il y a une autre réforme qui est envisagée, c'est la hausse de la CSG de 1,7 point. Alors les salariés vont avoir une compensation salariale avec la baisse des cotisations sur le chômage et la maladie, mais pas les retraités. Eux n'en auront pas. Il y en a 75 000 en Corse, Francis Giugi. Ils vont être touchés par cette mesure. Est-ce que vous allez voter cette mesure de hausse de la CSG ? Je pense que la hausse de la CSG, donc de 1,7, donc bien sûr sur une assiette plus large, est quand même intéressante pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais pas des retraités, hein. Mais c'est une frange de retraités, puisqu'on a quand même 40% de retraités qui seront exonérés de la CSG. Au-dessus de 1 200 €, c'est pas des richissimes. Bon, mais qui seront donc un couple de retraités qui a un plafond de 22 000 € sera exonéré. Jusqu'à 22 000 € par an sera exonéré. Donc ça représente à peu près 40% des retraités. Donc, par contre, dans un souci d'équité, je pense que la proposition est bonne. Vous, c'est une mesure qui vous fait... L'allègement des cotisations salariales de un peu plus de 3 points. Donc, et pour les salariés. Mais... Pour les salariés. Jean-Félix Aquarius, c'est une mesure... Encore une fois, il y a une distorsion. On a le prisme d'un modèle économique français. Mais lorsqu'on connaît la situation de la Corse en termes de précarité, qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs, et notamment chez les retraités précaires, on ne peut pas faire en sorte de gober cette mesure de manière normée comme cela. Bien entendu que nous allons amender. Et bien entendu, nous allons faire en sorte de monter au créneau pour faire en sorte que dans le droit fil du plan contre la précarité que nous avons sur le plan territorial, nous puissions éviter une catastrophe. Parce que si d'un côté, il peut être louable de monter le pouvoir d'achat des salariés, de l'autre, il est inacceptable, on le dit clairement, notamment pour des franges, des dizaines de milliers de retraités qui sont sous 800 € par mois en Corse, que l'on puisse faire pénaliser ceux-ci qui représentent une frange importante. Beaucoup de retraités vont être de manière impactés. Donc à partir de là, je pense qu'il faut être sérieux, il faut avoir la capacité d'amendement, il ne faut pas gober les lois générales telles qu'elles se présentent, en tout cas ce n'est pas notre positionnement, ni sur ce sujet-là, ni sur d'autres sujets concernant l'intérêt de la Corse. Stéphanie Grimaldi, ce discours sur le fait qu'il faille amender des lois en fonction de la situation corse, et celle-ci en particulier. Alors écoutez, au niveau de la CSG, je voudrais d'abord vous dire que notre programme a été très amendé, donc entre les présidentielles et les législatives. Beaucoup amendé, oui. Puisque nous avons pris en compte, nous avons fait une synthèse des primaires. Donc nous avons pris des choses dans le programme d'Alain Juppé, dans le programme de Nicolas Sarkozy, et dans notre programme aujourd'hui, la chose qui compte le plus, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est pour ça que nous sommes sur une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. Nous avons abandonné la hausse de la TVA et nous ne pouvons pas accepter cette hausse de la CSG, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'avec Hollande, on était riche à 4 000 €, avec Macron, on est riche à 1 200 €, puisque les retraités qui ont 1 200 € auront 240 € en moins à la fin de l'année dans la poche. Donc c'est vrai que d'un côté, il y a la suppression de la cotisation chômage et maladie. D'un autre côté, comme vous l'avez rappelé, pour les retraités, pour ceux qui n'en payent pas, ça sera là le coup de bambou, le coup de massue. Il faut savoir que la hausse de la CSG, elle est spectaculaire. Elle va impacter les professions libérales également et les fonctionnaires. Et il faut savoir que, comme d'habitude avec les socialistes, ce qu'on vous donne d'un côté, on vous le reprend de l'autre. Donc à un moment donné, aujourd'hui, on a, enfin, avec la gauche de manière générale, en tout cas, on est sur la lignée de M. Hollande. Parce que Hollande n'est pas un homme de gauche. Moi, je le situe comme l'homme de gauche, parce que je pense que sa majorité penchera beaucoup à gauche. C'est pour ça que nous, à droite et au centre, nous voulons avoir une majorité. Oui, mais il a renié ses valeurs et ses convictions. Donc, on peut avoir des démarches individuelles et personnelles. Ça, après, ça fait des majorités de circonstances et de rencontres. Malheureusement, ça ne fait pas des majorités de valeurs et de convictions. Ce que je voulais terminer en disant, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec M. Hollande, on a eu un choc fiscal de 30 milliards sur les classes moyennes et qu'on va continuer avec la CSG, on le dira tout à l'heure avec la taxe d'habitation, de continuer, encore une fois, à matraquer les Français fiscalement. Oui, nous avons quand même en Corse plus de 70 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui. Nous avons tout de même 30 000 retraités qui seront impactés par l'augmentation de 1,7% de la CSG, qui représentera tout de même 345 € annuellement. C'est quand même un pouvoir d'achat. Que fait-on aujourd'hui avec 1 200 € lorsque nous avons en moyenne des loyers entre 6 et 800 € mensuels ? Monsieur Giugi, j'ai parlé d'un couple à 22 000 €, mais je parle d'une personne seule. Et malheureusement, il y en a beaucoup à 1 200 €. Et lorsqu'on ampute de 345 € le salaire, il est évident qu'il va y avoir non plus un pouvoir d'achat, mais
beaucoup plus de gens pauvres sur notre région qu'il est déjà fortement. Jean-Martin Mandoloni, député libre, dites-vous, vous voteriez cette hausse ? Je suis très réservé sur l'augmentation de la CSG et d'une façon générale sur la pression fiscale. Mais on en revient à ce que doit être la posture du député de la 2e circonscription. Moi, je pense qu'il doit être le miroir et quelqu'un de fidèle à ce qu'est ce territoire. Ce territoire, ça a été rappelé, c'est une personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un quart des jeunes qui sont sans emploi. Je ne vais pas faire l'inventaire l'après-vert. Moi, je souhaite être un député qui fasse comprendre à l'Assemblée nationale que ce territoire est spécifique. Il n'est pas seulement spécifique par son histoire, son identité et sa culture. Il est spécifique de façon géophysique parce que c'est une île, parce que c'est une montagne, mais aussi par sa démographie et le fait qu'il est dans le bas du classement en termes de pauvreté. Ça exige, en matière fiscale, qu'on ait un statut fiscal spécifique. Et je fais partie de celles et ceux qui essaieront de promouvoir un statut fiscal spécifique. Et dans mon programme, j'ai notamment 2 mesures. La première consisterait à exonérer le premier salarié de chaque entreprise, parce que, comme ça a été rappelé, notre tissu d'entreprise est essentiellement composé de monosalariés. Et en direction de l'industrie touristique, je souhaite qu'on exonère durant 6 mois chaque agent d'une industrie ou d'une entreprise touristique de façon à ce qu'on débouche sur des CDI saisonniers, ce qui permettrait à la fois de rassurer le chef d'entreprise et de permettre de mettre un terme au problème de la précarité dans ce secteur particulier. Alors, en ce sujet, comme en toute chose, je crois que le rôle du député est de faire valoir la dimension spécifique de notre territoire. Alors moi, je voudrais répondre à Mme Fed et la rassurer sur ce point 7 de CSG. Il faut quand même oublier qu'on a beaucoup de... C'est vrai qu'on a beaucoup de précarité et beaucoup de retraités, malheureusement, qui sont au minimum vieillesse. Mais ça va leur permettre d'avoir une augmentation de 100 € par mois. Donc ça fait 1 200 € par an. Puisque là, le minimum vieillesse passera de 800 à 900 €. Et de même pour tout ce qui est allocation des handicapés. Donc on ne peut pas dire. Donc, ajouter à la suppression de la taxe d'habitation, je pense que le pouvoir d'achat sera quand même amélioré. Non, mais le minimum vieillesse est en deça des 1 200 €, M. Giudice. Non, mais je suis d'accord. Vous parlez du minimum vieillesse, qui aura 100 € de plus, et on a parlé de 30 000 retraités qui sont... Là, sur 1,7%, c'est les 30 000 qui sont à 1 200 € et non pas ceux qui sont... Ah oui, c'est de cela dont on parle. Mais toutes les basses retraites seront valorisées. Et sur les basses retraites, je m'en réjouis. Mais 1 200 €, ce n'est pas une forte retraite, M. Giudice. Il va falloir être vigilant, justement, et amender, s'il le faut, pour que personne ne soit défavorisé. Mais je m'y attellerai sur les amendements, mais je pense que je voterai contre la mesure. S'il vous plaît, oui. Bon, déjà, on parle d'un point 7 de CSG. Moi, je suis un peu étonné. La CSG pour un retraité, c'est pas un point 7, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, c'est encore pire que ça. Parce qu'une partie de la CSG que vous ne touchez pas, on vous la prend. Les 4,2, n'est-ce pas ? Celle-là, vous payez un impôt dessus. C'est-à-dire que vous payez un impôt, le retraité qui a travaillé toute sa vie paye un impôt sur de l'argent qu'il ne touche pas. Faites vos comptes. On parle, là, c'est sorti 1,7 et donc nous, militants, on parle de ça. Mais c'est pas 1,7. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. Un homme et une femme travaillent plus de 40 ans de sa vie pour bénéficier d'une retraite. Ils cotisent pour ça, ils cotisent, c'est-à-dire qu'ils payent tous les mois une certaine somme, en plus du travail qu'ils fournissent pour enrichir, soi-disant, la société. En fait, il enrichit une minorité de gens, et quand il arrive à la retraite, on trouve encore le moyen de lui amputer sa retraite. Alors, c'est bien gentil, tout le monde parle du point 7. Mais il y a longtemps qu'on raquette. Il y a longtemps qu'on raquette le retraité. Il a travaillé, il a cotisé. S'il a une retraite, c'est qu'il a cotisé. Et alors, il a enrichi, il a apporté de la richesse, mais à la fin de sa vie, on lui en prend encore. Mais cette hausse est faite, théoriquement, c'est annoncé, pour assurer le maintien de la sécurité sociale. Oui. Où on prend l'argent. Attendez. Ceux qui n'en ont pas. Dans la même philosophie, la taxe d'habitation,
Les gens ne vont pas la payer. Comment vont faire les communes? Demandez à un maire, demandez, voilà, on a des maires là. Demandez-leur comment ils vont faire. Moi, je vais vous dire. Donc il faut la garder. À chaque fois, non. À chaque fois, moi, à chaque fois qu'il y a une mesure comme ça, je cherche. Il y a un loup quelque part. Alors moi, je vais vous dire, je m'avance peut-être, mais vous verrez qu'on en arrivera au clientélisme d'État. Alors, Anthony Escobar, sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, vous êtes pour ou contre? Moi, déjà, je voulais revenir sur la hausse de la CSG, excusez-moi. C'est encore un impôt qui va frapper de plein fouet les classes moyennes et aussi les retraités. Ça va impacter considérablement sur le pouvoir d'achat, on le sait très bien. Parce que c'est énormément de retraités qui font marcher le tissu économique de nos régions. Ce n'est plus à prouver. Ce qui est quand même ironique dans cette histoire, c'est qu'au même moment, Emmanuel Macron, il veut supprimer une partie de l'ISF. Donc voilà, on cerne très bien qui sont les privilégiés dans cette histoire et qui sont ceux qui vont encore en pâtir d'une politique d'austérité qui est, excusez-moi du terme, mais pitoyable. Voilà. Oui, Henri Malos, à vous. Oui, alors d'abord sur la CSG et puis la taxe d'habitation. Sur la CSG, c'est une façon de récupérer de l'argent pour l'État qui est très endetté, qui est, je dirais, la moins injuste possible. Elles sont toutes injustes, mais c'est la moins injuste. La TVA qui était proposée par la droite, c'est encore plus injuste parce que ça touche tout le monde au même taux. Alors moi, je trouve que le seuil de 1 200 euros, notamment pour les retraités, est beaucoup trop bas. Il faut le relever et justement cette liberté d'action nous permettra de demander de relever ce taux à 2 000, 2 500 euros, parce que 1 200 euros, effectivement, c'est indigne, surtout, comme le disait très bien Jean-Félix Acquavive, par rapport à la situation chez nous en Corse de grande pauvreté. Alors, sur la taxe d'habitation, c'est vrai que c'est aussi un impôt injuste, et quand on voit les disparités, mais ce qui, moi, me déplaît profondément, je pense que d'autres me suivront, c'est que c'est une réétatisation et nationalisation, c'est une recentralisation de la fiscalité qui va totalement contre le principe du pacte girondin qu'Emmanuel Macron a annoncé ici le 7 avril à Vescovat. Donc je pense que réduire la taxe d'habitation, surtout pour les ménages les plus modestes, c'est juste. Mais faire substituer l'État, comment l'État va décider, comment il va répartir, c'est une recentralisation. Et je pense que c'est peut-être, on pourrait à ce moment-là expérimenter avec la Corse et sa collectivité unique, la possibilité que cette péréquation des crédits, des dotations données aux communes ne viennent pas de l'État, mais viennent à la collectivité qui, par ailleurs, pourrait obtenir à ce moment-là une certaine possibilité de recette fiscale. Par exemple, quelques points de TVA. Ça, ce serait une manière moderne et conforme au pacte girondin annoncé par Emmanuel Macron, parce que sinon, on revient à l'État jacobin. Et nous ne voulons pas, je crois, tous ici, revenir à l'État jacobin. Sur ce plateau, je suppose que tous sont contre cette suppression de la TVA. Sur la taxe d'habitation, sur la taxe d'habitation, je voudrais dire une chose, c'est que bien évidemment, nous sommes contre. La question que l'on peut se poser, c'est vrai que M. Malos a tout à fait raison de le dire, c'est pourquoi enlever tant d'autonomie aux collectivités locales, parce que ça revient à ça. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on dit que 80% des Français donc, ne paieront plus de taxes d'habitation. Donc ça veut dire quoi? Qu'on fait porter sur 20% de la population la totalité du paiement de la taxe d'habitation. Il faut quand même que vous sachiez une chose, et ça c'est des chiffres qui nous viennent de l'Association des maires de France. 45% des Français aujourd'hui ne payent pas du tout d'impôts locaux. Un Français sur deux ne paye pas du tout d'impôts sur le revenu. Et 10% des Français payent 70% de l'ensemble des recettes de l'impôt sur le revenu. Donc M. Macron a beau nous dire que les communes vont être compensées par cette perte de taxes d'habitation. Moi, je n'y crois pas parce que c'était comme la réforme sur les rythmes scolaires, etc., où on devait compenser les activités périscolaires aux communes. Ça marche une année, ça marche la deuxième année, puis après, on sait comment ça finit. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on continue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à matraquer fiscalement les classes moyennes. Et je voudrais rajouter autre chose, c'est que aujourd'hui, dans cette campagne, et c'est pour ça que je suis fière d'être dans ce groupe Majorité pour la France, droite et centre, le seul candidat, c'est François Baroin, que j'ai eu l'honneur d'accueillir à l'Île-Rousse, le seul candidat qui s'est engagé
pour le vote d'une loi cadre spécifique pour la Corse, pour inscrire la Corse dans la Constitution et pérenniser, et pour un statut fiscal et social pour la Corse, c'est François Baroin et personne d'autre. Alors la droite est contre, nationaliste, contre cette Je crois simplement suppression. qu'il faut croiser les réformes générales avec ce qu'on demande en Corse depuis des décennies. Il faut un statut fiscal et social pour les entreprises, il faut une zone fiscale prioritaire de montagne, donc une fiscalité pour les particuliers, une fiscalité pour les entreprises. Effectivement, c'est à l'aune du croisement avec ces données-là, et uniquement à l'aune de cela, que l'on va se battre au Palais Bourbon. Aujourd'hui, il est complètement suranné de dire qu'il faut appliquer telle ou telle réforme de manière uniforme, surtout dans notre pays. Et c'est bien la voie qu'on porte aujourd'hui, de manière claire, y compris en solidarité avec d'autres territoires ruraux et de montagne. Quid, effectivement, des recettes pour les petites communes de montagne, quid, effectivement, de l'équité ou l'inéquité. Je rappelle quand même qu'en Corse, avec la question de l'indivision et le problème des bases cadastrales, de la rénovation des bases cadastrales. Donc ça veut dire que ça, on rajouterait de l'inéquité à l'inéquité. Donc ça, c'est lié à notre spécificité. Et effectivement, ces éléments-là, ils sont appréhendés par notre majorité pour justement être au plus près de l'intérêt de la Corse. Alors vous êtes représentant d'En Marche, vous allez donc voter la suppression de taxes d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation avec vigilance, bien sûr. Bon, là, Emmanuel Macron s'engage à rembourser à l'euro près. Bon, on a eu l'expérience de la suppression de la taxe professionnelle, où, bien sûr, donc ça a été figé. Et après, donc là-dessus, il va être vigilant. C'est pas un bon exemple, c'est un exemple à contrario. Je sais que c'est un exemple à contrario, mais par contre, bon, au niveau national, bien sûr, il va falloir qu'on travaille avec les collègues parlementaires pour justement lancer une réflexion là-dessus. Par contre, au niveau, là, puisqu'il faut savoir que le député siégera, bien sûr, au Palais Bourbon, donc, et légiférera sur les lois nationales. Pour reprendre mon ami Jean-Félix, c'est vrai que pour la Corse, il va falloir qu'on négocie un statut fiscal qui est important. Un statut fiscal, peut-être une zone franche montagne, et voir. Mais au niveau national, je vais être vigilant sur la suppression de ou surtout les compensations aux collectivités. Et je reçois M. Malos, ça va contre le pacte girondin qui a été annoncé. Un prisme. Il a été évoqué la réforme de la taxe professionnelle, donc qui a été un désastre pour les collectivités locales, et on risque d'avoir la même logique, la même méthode. C'est cela qui va combattre. Moi, ma crainte est là. Ma crainte est sur le... Je voulais également juste rajouter une chose, c'est que dans les échanges actuellement dans le mouvement En Marche, on parle également, suite à la suppression de la taxe d'habitation, à une surtaxe également de la taxe foncière. Donc attention, parce que je crois qu'on va vraiment sur une piste très dangereuse. Alors, deuxième partie du débat, il nous reste 30 minutes d'émission consacrée cette fois à votre circonscription. Alors, pour rester un peu dans la continuité de ce que nous évoquions il y a un instant, il existe un sujet qui se pose avec acuité, c'est celui de l'accès aux soins dans les zones rurales. On connaît les revendications des habitants de la plaine orientale qui souhaitent des infrastructures médicales adaptées, mais il y a aussi dans l'intérieur des difficultés assez grandes en la matière. Quelles sont les solutions que vous proposez, Jean-Martin Mondoloy? Écoutez, en effet, lorsque les uns les autres, nous avons parcouru des kilomètres pour rencontrer celles et ceux qui peuplent ce territoire, parmi les priorités évidentes se pose la priorité de l'accès aux soins. Je pense qu'en toute sérénité et de façon très rationnelle, je crois que ce territoire a besoin d'être davantage maillé et qu'encore une fois, les règles de ratio nationaux ne fonctionnent pas. Il ne suffit pas de dire vous avez tant de médecins en Corse et vous avez tant de patients potentiels, et de dire, au motif que nous avons des zones urbaines très densifiées, que nous avons assez de médecins en Corse. Ça ne fonctionne pas. Donc je considère qu'il y a deux axes forts que le député doit défendre au titre, encore une fois, de ce territoire spécifique. C'est un maillage médical beaucoup plus pertinent. C'est aussi le maillage, à travers des maisons médicales, mais de centres d'imagerie performants. Parce qu'avant le soin, il y a le diagnostic. Et on ne pose jamais de façon suffisamment prégnante cette problématique. Je pense que si on veut fixer des populations sur le territoire, on ne peut plus continuer à avoir des populations qui, le dimanche, lorsque un enfant se met un hameçon dans le doigt, a besoin de gagner Bastia, ce qui coûte environ 4 heures de route. On ne peut plus fonctionner comme ça. Je crois que si cette fonction-là n'est pas satisfaite, alors il faudra regarder nos villages agonisants disparaître dans les 10 prochaines années. Jean Mongraoui. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'emploierait pas une ancienne méthode qui a très bien fonctionné pour l'éducation nationale? Dans le temps, dans les campagnes, il n'y avait pas d'instituteurs. Ce qui fait que l'État payait les études, l'école normale, à des gens, et après les plaçait dans les villages, et tout ça. Et on voit ce que ça a donné. Ça a très bien marché. Nous, on le propose. On propose ça. Payons, donnons une bourse aux médecins, enfin aux étudiants médecins, et après,
on les enverrait, par exemple, pendant 10 ans, on va prendre le cas de l'école normale, pendant 10 ans, un institut était mis... Vous croyez trouver beaucoup de volontaires Quand médecin qui fait 10 ans d'études... Quand j'entends ce que j'ai entendu ce matin, où de plus en plus les étudiants étaient obligés d'emprunter, je ne sais pas si vous avez entendu cette information-là. Avant, ils empruntaient, il y avait 2% des étudiants qui empruntaient. Aujourd'hui, on est passé à plus de 15% d'étudiants qui empruntent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils gagent leur avenir. Henri Malot, sur la santé, c'est un point important. J'étais hier à Pontelec, petite réunion, et on a parlé avec le maire. Il nous expliquait qu'il va inaugurer très prochainement un centre médical. Il a réussi à faire venir 2 médecins, dont un qui vient du continent, un qui vient de Bastia. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit qu'il attendait une aide de l'ARS, 50 000 € pour acheter du matériel, et qu'il n'a pas reçu. Et comme elle ne venait pas, il a pris sur ses propres fonds. Alors ça veut dire quelque chose, ça veut dire que sur la santé, comme sur l'éducation, moi je ne suis pas pour des grandes machines nationales. Moi je suis pour qu'on décentralise et pour qu'on avance pour régler les problèmes de santé en s'appuyant sur les compétences locales et en donnant davantage de pouvoir aux collectivités locales. Parce que ce dont la Corse souffre, c'est cette dépendance permanente vis-à-vis d'agences, d'organisations nationaux qui sont tellement loin de la Corse qu'ils ne connaissent pas la réalité, notamment la réalité du rural. Jean-Félix Accoyer, il ne reste plus de médecins dans le Niol ? Écoutez, il faut être clair. Aujourd'hui, l'intérieur, il faut que ce soit une cause prioritaire, voire même, on l'a dit, nous, une cause sacrée. C'est pour ça que nous avons relancé le comité de massif, le schéma d'aménagement de la montagne. Dans ce schéma, il y a la question des filières de développement. Il y a surtout aussi le maintien des services publics, l'accès aux soins, à l'éducation, la téléphonie et le numérique. Sur le soin, sur le schéma, malheureusement, si nous avions eu des schémas auparavant, les anciennes mandatures ne l'ont pas réalisé, nous aurions pu mobiliser 300 millions d'euros de crédit sur 30 ans, ça n'a pas été fait, donc on agit aujourd'hui. Mais sur ce schéma, nous avons décidé de financer 6 maisons de santé et 4 cabinets secondaires, mais effectivement, là où le combat devient sur le plan réglementaire et législatif, c'est d'aller plus loin dans le fil du statut d'île montagne pour que les normes de moyens de fonctionnement, pour les équipements, mais aussi surtout pour les moyens humains, et pour ne pas opposer les territoires comme le fait l'ARS, et c'est scandaleux, entre la plaine orientale et Corté. Nous voulons écorter et la plaine orientale, parce qu'il est hors de question de poser l'un contre l'autre, et la Balagne, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont il s'agit. Donc le statut d'île montagne était acquis dans la loi, maintenant il faut traduire, et notamment faire en sorte que les administrations déconcentrées arrête d'être en abus de position dominante et qu'il y ait des normes de fonctionnement des services publics sur les moyens d'équipement qui soient adaptés à ce que nous sommes. Comment... Oui, allez-y. Voilà. Je suis sur un mandat actuellement national. Je serai élu député et à ce moment-là, je poserai une loi parce que quand même, il faudrait qu'on pense avant tout à essayer de relever, même de mettre toutes les forces pour relever le numerus clausus. Parce que si on ne l'augmente pas, nous n'aurons jamais de médecins. Les médecins viennent, mais il reste très peu. Regardez ce qui s'est passé tout récemment à Chantouri. Et lorsqu'on parle de maisons de service public, on parle de médecins. Mais ce n'est pas que cela. Nous avons besoin aussi de spécialistes. Nous n'en avons pas. Nous avons aussi besoin de gardes-malades. Nous avons besoin aussi de personnel d'ADMR. Je ne vais pas citer peut-être tous les... Nous avons aussi besoin dans nos hôpitaux. Nous manquons cruellement de spécialistes. Dans les hôpitaux, nous en avons 2 grands. Bastia et Ajaccio, ça ne suffit pas. Il faudrait ramener, nous sommes une circonscription du rural, vraiment du rural. Il faudrait qu'on puisse ramener nos personnes des villages, notamment les plus reculés, à moins de 20 ou 25 minutes d'un lieu et d'un centre de santé. Or, aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. L'ARS, il est vrai, fait des difficultés et fait des différences entre chaque territoire, mais il faut penser que tout d'abord, que l'on parte de l'Assemblée nationale en proposant une loi, en relevant le numerus clausus, et je pense qu'à partir de là, nous pourrons peut-être combler tous ces vides que nous avons dans nos territoires. Stéphanie Grimal, comment, en supprimant 250 000 postes de fonctionnaires, c'est le projet des Républicains, vous allez pouvoir doter les micro-régions d'infrastructures médicales uniquement, pas avec le secteur privé ? Alors d'abord, il faut que vous sachiez que la suppression des 250 000 postes de fonctionnaires ne touche pas le secteur hospitalier, puisqu'elle ne touche pas certains ministères. Ensuite, il y a à l'intérieur de notre programme une volonté très spécifique d'aider justement la ruralité, puisque vous savez que si nous avons la majorité, dès le mois de juillet, il y aura un pacte, un collectif budgétaire qui fera que nous voterons une loi de programmation de la ruralité, qui justement vise notamment
à travers un grand plan pour le numérique, de généraliser l'accès au numérique, mais également de lutter contre les déserts médicaux. La première chose que nous souhaitons, et je trouve qu'elle est particulièrement bien adaptée à notre circonscription, c'est de régionaliser les numerus clausus. Régionaliser le numerus clausus et les épreuves classantes. Tout ça pourquoi ? Pour s'adapter aux besoins des territoires. Donc ça serait bien pour la Corse. Première chose. Deuxième chose, il faut également, comme l'a dit Marie-Jeanne Fedi, que les Corses soient à moins de 30 minutes d'une structure d'accueil d'urgence. Donc il y a bien les maisons médicales de santé, c'est bien, il faut les développer, c'est dans le programme également, mais il faut savoir également que les structures d'urgence, comme j'ai manifesté il y a 1 mois et demi de cela à Corté, il faut que ce soit la Plaine Orientale, il faut que ce soit Corté, il faut que ce soit comme l'antenne de Calvi, et il ne faut pas avoir des choix sélectifs. Et c'est vrai que l'ARS pose beaucoup de contraintes, donc il faut faire en sorte d'obtenir que pour notre île et pour la spécificité de notre île, parce qu'il y a quand même 3 facteurs conjugués ici, plus que sur le continent, le facteur géographique, démographique, économique, qui font qu'on doit pouvoir faire en sorte d'alléger les contraintes de l'ARS, notamment sur la création des maisons de santé, sur l'implantation justement du nombre exact de spécialistes dans les maisons de santé et sur surtout ces structures d'urgence pour donner les premiers soins. Anthony Escobar, parce que vous êtes un petit peu en avance, Stéphanie Grimal, sur cette question de la santé. Je regrette de ne pas pu avoir parlé de la taxe d'habitation. On ne va pas y revenir. On n'y revient pas, on en parlera un autre jour du coup. Pour ce qui est de la santé des déserts médicaux, les habitants ils n'ont pas à subir cette situation. Ça impacte directement sur la sécurité, mais aussi sur l'économie. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes âgées de notre diaspora qui ne revient pas, ou qui revient sur des très courtes périodes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'avoir un accident d'ordre médical. Et donc ça, c'est à déplorer. Sur un second plan, je suis d'accord avec Mme Fedi et Mme Grimaldi sur le point qu'il faut rehausser le numerus clausus. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins. Donc du coup, il faut en créer, il faut se débrouiller pour que les diplômes soient plus accessibles quand ils sont mérités. Il y a une mesure qu'on souhaiterait appliquer aussi au Front National, c'est de contraindre les internes en médecine à faire un stage de 6 mois, par exemple, dans les zones où c'est nécessaire d'avoir un médecin, de manière à ce qu'ils puissent déjà commencer à s'implanter, découvrir ces zones et essayer de s'y habituer un minimum. Et dans un troisième plan, il faut aussi penser à une logique de proximité, parce qu'on ne peut pas demander à un médecin de venir s'implanter dans une région ou dans une zone qui est hyper rurale sans qu'il y ait d'écoles, de services publics, de travail pour les conjoints et de possibilités de logement. Alors Francis Djoudji, Emmanuel Macron est venu... Excusez-moi, juste 20 secondes, ce que j'ai quand même oublié de dire lorsque j'ai parlé de la santé très rapidement, c'est que tout de même, M. Macron, durant sa campagne, a dit qu'il supprimerait 25 milliards d'euros sur la santé. Ça a été dit pendant sa campagne. Alors il a dit aussi qu'il multiplierait les maisons pluridisciplinaires comme celle qu'il a visitée à Saint-Nicolas. C'est suffisant selon vous ? Écoutez, moi, de la santé, c'est un domaine où je m'y suis plongé depuis mon élection à Guisonnage depuis 2008, puisque lorsque je suis arrivé, j'ai été élu en 2008, on n'avait pas de couverture d'urgence, et les médecins étaient en grève d'ailleurs, on ne voulait plus assurer la PDS. Donc on a obtenu un SMUR, au départ c'était un SMUR expérimental qui après a été pérennisé. Donc je pense qu'aujourd'hui les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont proposées ne suffisent pas. Il faut bien sûr ramener, comme a dit Marie-Jeanne, au plus proche. Donc aujourd'hui on ne peut pas parler en kilomètres, mais en temps, et faire des structures. Et surtout la PDS par des maisons médicales de garde, parce qu'il faut absolument avoir une permanence régulière. La permanence des soins. La permanence des soins. PDS, oui, permanence des soins. Donc là, c'est un premier point. Mailler le territoire d'urgence, parce que c'est important, et multiplier les structures, donc, qui peuvent être des maisons de santé pluridisciplinaires, avec des consultations avancées, puisqu'on est en train de les mettre en place sur Guisonnage, des consultations en partenariat avec l'hôpital et certains professionnels privés, donc des consultations avancées de spécialistes dans ces structures. Sur la plaine orientale, donc vous avez vu qu'on est en train de travailler sur un projet d'hôpital de proximité. Je pense que plus au nord aussi, sur la Costa Verde, il va falloir structurer un peu plus. Corté avec l'imagerie, surtout l'imagerie sur Corté, et bien sûr la Balagne. Il faut que tous les territoires soient couverts, et après dans l'intérieur, il faut absolument... Mais que peut faire un député pour faire avancer Je pense qu'un député là, peut faire avancer,
et déposer même un projet de loi pour l'intérieur, pour le rural, parce qu'il faut absolument qu'on ait des structures, augmenter bien sûr, et là je rejoins Stéphanie, il faudrait un numerus clausus régional pour pouvoir installer plus de médecins, parce qu'on manque de médecins. Là aujourd'hui je suis en train de négocier avec un médecin syrien, justement, qui va s'installer sur Isolage parce qu'on n'en trouve pas. Donc il est important aujourd'hui sur la santé qu'on maille le territoire. Alors Jean-Martin Mandoloni, assez court parce que vous êtes un peu en avance. Juste une petite réaction. Oui, je voulais terminer sur... Très vite. Non, je voulais terminer que le numérique aussi est couplé à la santé. On va en parler justement. Parce qu'il faut la télémédecine doit être développée. Une double réaction par rapport au numerus clausus. C'est bien gentil de vouloir régionaliser, sauf qu'on oublie que l'Université de Corse conventionne avec Paris et Marseille. Donc ça va être assez difficile de pouvoir régionaliser le numerus clausus. Moi, et d'ailleurs j'aurais fait une proposition au conseil d'administration de l'université, de conventionner avec des universités italiennes. Le principe serait simple. Aujourd'hui, ce sont à peu près 300 étudiants qui chaque année concourent. On en ressent à peu près une trentaine chaque année qui sont reçus. L'idée, ce serait peut-être d'étendre sur une dizaine, vingtaine de plus, avec une convention sur la base d'universités proches, notamment en Italie. En retour de quoi, c'est 10 ou 20 étudiants supplémentaires qui seraient reçus, auraient pour obligation, à la fin de leurs études, de pouvoir dispenser, notamment dans le rural. Une petite réaction quant aux chiffres qu'on annonce, qui devient insupportable sur la suppression des fonctionnaires. Moi, je crois qu'il faut décentrer l'approche. Un coup 500 000, un coup 200 000, un coup 250 000. Macron, c'est 125 000. La première fonction d'un député, c'est de faire la loi, ce n'est pas de surfaire la loi. La France est un des pays qui légifère le plus au monde. Les fonctionnaires ne sont jamais là que pour appliquer les lois. Donc, je crois qu'il faut décentrer l'approche. Je crois que le Parlement doit simplifier sa fonction législative. Je crois que le législateur doit rentrer dans des mesures de simplification. Et le jour où il y aura moins de lois, il y aura moins de fonctionnaires pour les appliquer. C'est comme ça que c'est ce discours-là que j'entends porter au Parlement. Et je pense qu'au-delà des simples rangs de la droite, au-delà des simples rangs de la République En Marche, je pense que nous serons nombreux à porter cette voix, tant il est vrai que ces discours visant à jeter l'opprobre et à stigmatiser les fonctionnaires choquent bien au-delà du rang des simples fonctionnaires. Alors, autre préoccupation des habitants de l'intérieur, en plus des écoles fermées, de l'absence de services publics, c'est également la fracture numérique. La Corse de l'intérieur est nettement sous-équipée en la matière. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jean-Félix Acquaïl ? Aujourd'hui, il y a eu un combat au niveau du législateur, auquel nous avons d'ailleurs participé à distance, en obtenant le statut d'île de montagne. C'est le combat avec les opérateurs pour faire en sorte qu'il y ait une mutualisation des pylônes. Je parle de la loi montagne, puisque je rappelle quand même que un des gouvernements a fait en sorte qu'un des opérateurs Free rentre sur le marché et qu'on a aujourd'hui une course à la consommation en termes de diminution de coûts et au détriment de l'investissement sur l'infrastructure et bien sûr tous les territoires ruraux et de montagne, malheureusement, à cause des décisions gouvernementales, je crois sous la droite, fait en sorte aujourd'hui qu'on a un déficit d'infrastructures patent. Et on le voit tous les jours, et dans le numérique et dans la téléphonie. Alors il y a bien sûr ce qu'on fait à la collectivité territoriale, le schéma numérique. Il y a eu le schéma massif où on complète dans le très haut débit satellitaire, dans la logique d'avoir 80 pylônes pour réduire toutes les zones blanches à horizon de 5 ans avec la 4G, bien entendu. Mais il faut aller au-delà, effectivement. Et sur la base de ce qui a été déjà avancé dans la loi montagne, sur le statut de l'île montagne, il faut aller au-delà avec les opérateurs, y compris en termes de contraintes, parce que le débat qui a eu lieu sur la loi, c'était la contrainte sur les opérateurs. Il y a eu un modus vivendi trouvé avec la plateforme France Mobile où l'État cofinance à 50% aujourd'hui. Et nous financerons ce qui nous concerne 50% côté collectivité au schéma massif, mais ça ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas rester aujourd'hui au milieu du gué sur cette question. Alors il y a ce qu'on va faire ici et maintenant, schéma massif et montagne, donc on n'attend pas, mais il y a aussi ce que l'on doit porter, le faire apporter au niveau de la loi, et là en solidarité avec tous les territoires ruraux de montagne, pour faire en sorte que l'on aille plus loin sur la contrainte sur l'investissement des opérateurs. Henri Malos, vous y tenez particulièrement aussi. Oui, c'est une situation scandaleuse. Je pense qu'on a la plus mauvaise couverture, en tout cas en ce qui concerne la téléphonie, d'Europe. J'étais il y a 2 mois à la frontière entre la Macédoine et l'Albanie, un village avec des voitures à chevaux et à peine d'électricité. J'avais les 4 barres de mon téléphone portable. J'appelais un de mes amis ici, qui se trouvait près d'Île-Rousse. Le téléphone ne passait pas à Île-Rousse, dans un quartier d'Île-Rousse, et il passait très bien là où j'étais. Il y a un problème en France aussi d'opérateurs qui agissent en cartel
et qui, effectivement, réduisent les investissements, cherchent à avoir le maximum de clients, parce qu'ils sont bien contents pendant l'été, quand tous les touristes viennent, ils utilisent leur réseau. Par contre, ils ne font pas les investissements alors qu'ils auraient sûrement les moyens. C'est un problème de concurrence, c'est un problème de cartel. Il faut faire agir l'autorité de la concurrence, Bruxelles ou France, selon le cas. Il faut faire venir de nouveaux opérateurs. Et je pense que comme ça, on réduira ce qui est un véritable scandale unique en Europe d'une si mauvaise couverture. Allez ailleurs et vous verrez bien que nous sommes malheureusement là une mauvaise exception. Anthony Escobar là-dessus. Pour la fracture numérique, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on redirige de plus en plus les usagers vers la téléphonie, mais surtout sur l'Internet. Si vous voulez déclarer vos impôts, on vous conseille, c'est plus rapide, de le faire sur Internet. Vous voulez déclarer votre chômage quand vous êtes chômeur, vous pouvez le faire par téléphone, mais c'est aussi conseillé d'aller sur Internet. Vous appelez votre service client. On vous conseille encore une fois d'aller sur Internet pour vérifier que tout fonctionne bien. Arrivé à un moment donné, il faut parler d'égalité du citoyen. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances. Si on va demander aux administrés d'utiliser Internet en majorité, il faut former ces gens. On n'est pas tous nés dans la génération informatique. Et il y a des points d'accès multimédia, des PAM, qui sont dans certaines villes, dans certains villages. Ils font un travail qui est merveilleux et je pense qu'il faut valoriser vraiment ce système d'aide aux usagers pour qu'ils puissent avoir un accès optimal à Internet. Et aussi, il faut travailler pour qu'on ait un réseau qui soit aussi optimal sur l'intégralité du territoire corse. Stéphanie Grimaldi, assez rapidement, vous êtes en avance. Alors, dès le mois de juillet, nous, je vous l'ai dit, c'est un grand plan sur le numérique, avec notamment la volonté de généraliser l'accès au numérique et à la fibre sur tout le territoire, parce que nous pensons que le numérique, c'est un facteur également pour lutter contre l'isolement, c'est un lien social. Et puis, il y a aussi la volonté, à travers ce dont on parlait tout à l'heure sur la médecine, de faire en sorte de garantir une offre de téléconsultation sur tout le territoire d'ici à 5 ans, et dans le but de permettre un remboursement incitatif de tous les actes de télémédecine. Ça, c'est important par l'assurance maladie, mais il faut savoir que nous voyons aussi le lien avec le numérique comme la possibilité de faire en sorte que la Corse puisse accueillir des grands groupes, des grandes entreprises, c'est-à-dire que la Corse doit valoriser son cadre de vie pour obtenir de la part des entreprises de leur apporter un cadre de vie pérenne. Alors, et ça sera notamment un projet de technopole arrimé à l'Université de Corse. Jean Mongraoui. Moi, je pense qu'on a une université qui fonctionne et qui fonctionne très bien. On a parlé de la mer, on a parlé de la transition énergétique. On est une île, on n'en profite pas. On n'en profite pas. On devrait, je ne sais pas moi, s'appuyer là-dessus. Hein ? On nous parle aujourd'hui d'Internet. Bah oui, on est en retard. Mais en fait, on est en retard surtout. Il y a 2 catégories de citoyens. Il y a le citoyen qui est à Paris, je dis Paris comme ça, et puis il y a le citoyen qui, comme moi, est à Multifao. Mais c'est pas le même citoyen. Il paye des impôts, de la même façon et tout, mais c'est pas le même citoyen. En fait, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'on ramène tout. On ramène tout à l'argent. Il faut penser à l'humain, on n'arrête pas de le dire. On est en 2017. Les politiques qui sont en train de nous arriver là en pleine figure sont des politiques d'un autre temps. On a un programme qui est moderne. La preuve, c'est que maintenant, je vois tous les partis commencer à pêcher dedans. C'est très bien, on est contents, nous. Nous, on a lancé un truc et puis ça marche. Mais bon, il est temps d'en finir. Il n'y a pas que l'argent. Il faut penser aux gens, il faut aider les gens. Voilà ce que j'avais. Il nous reste un peu plus de 7 minutes d'émission. Nous arrivons à la conclusion. Sur le numérique, je ne peux pas dire un mot. Le dernier tour de table, vous le ferez dans la conclusion si vous voulez. On n'a plus le temps. Après, vous n'aurez plus le temps de conclure. Stéphanie Grimaldi, votre conclusion. Vous avez un peu moins d'1 minute. Alors écoutez, moi je suis la candidate de la droite et du centre dans cette élection, investie donc par les LR et l'UDI. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un combat sur des valeurs et des convictions que je mène depuis plus de 10 ans.
Et je pense que le message fort que je veux faire passer aux électeurs, c'est que porter de la voix de la Corse à Paris, c'est ma volonté, mais c'est ma volonté au sein d'un groupe qui sera en mesure de peser à l'Assemblée nationale. Parce que vous l'avez bien vu ce soir dans tous les débats, on a parlé de statut de montagne, c'est grâce à Laurent Wauquiez. On a parlé d'autres sujets, ça a toujours été défendu comme la résorption du désordre foncier. Oui, grâce à Laurent Wauquiez, grâce à Laurent Wauquiez, à Camille de Rocazère pour la résorption du désordre foncier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un député, sans appartenir à un grand groupe, ne pourra pas faire entendre sa voix. Donc il faut être une force de proposition utile à Paris, et je serai la seule qui pourra appartenir à un grand groupe, avec 3 autres députés unis, soudés et dans la cohérence. Marie-Jeanne Lefebvre. Oui, alors en ce qui nous concerne, bien sûr, nous allons. Enfin, je vais m'atteler à ce que la loi travail soit abrogée, d'une part, et obtenir un référendum pour les réponses institutionnelles que nous n'avons pas pu avoir, notamment sur la collectivité unique à l'Assemblée de Corse. Nous souhaiterions aussi développer les circuits courts, et favoriser les productions agricoles locales. Hier soir, en rentrant chez moi, je croisais un agriculteur de Vescovat qui me disait qu'il avait ses frigos pleins d'abricots et qu'il n'arrivait pas à les vendre parce qu'il y avait la concurrence nationale, et je trouve ça un peu lamentable. Il faudrait aussi rétablir le droit à la retraite à 60 ans après 40 ans de cotisation, promouvoir un développement économique, social et culturel respectueux de son identité. Et ce qui concerne le numérique, je souhaiterais dire, c'est que quand France Télécom a été privatisé, je pense qu'on a vraiment perdu quelque chose dans le rural, notamment en ce qui concerne les personnes âgées. Nos anciens ne peuvent même pas se servir du téléalarme. Anthony Escobar pour le Front National. On est depuis cette élection législative, présidentielle, face à un choix. Aujourd'hui, on a eu cette élection de Emmanuel Macron, qui s'est mis d'ailleurs tout seul en cohabitation avec son Premier ministre, son nom m'échappe, excusez-moi, Édouard Philippe. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a le choix entre ou la politique ultralibérale, avec une opposition de façade, comme on nous la sert depuis 30 ans, ou une politique vraiment marquée, où on va mettre des députés patriotes à l'Assemblée, des députés qui sauront défendre à la fois les intérêts de la France, mais aussi les intérêts de leur région. Je pense notamment à nos langues et cultures régionales, mais pas que le Corse. Il y a aussi des langues et cultures régionales dans toutes les régions françaises. Il faut les valoriser. À l'écologie, au tourisme, parce qu'il n'y a pas du tourisme qu'en Corse, il y en a partout. Il faut faire des lois qui soient adaptables pour l'ensemble du territoire français. Henri Malos. Pas que le Corse. Oui, élu député, ma première proposition de loi sera présentée sur le bureau, sera d'Assemblée, sera de demander la fin immédiate de l'enfouissement des déchets, qui est un véritable scandale qui existe encore en France et notamment chez nous. La Corse et la Roumanie sont les 2 territoires d'Europe qui restent contre les réglementations européennes sur le taux d'enfouissement. Vous savez que c'est la solution la pire. On n'a pas parlé ici d'environnement, de l'érosion de notre littoral, du rejet de boue, des énergies qui sont malheureusement pas douces. Et sur ces sujets-là, pour moi, il est essentiel que nous agissions et que nous refusions la fatalité. C'est pour ça que les jeunes qui me soutiennent ont fondé un mouvement qui s'appelle Poudem. Yes, we can. Oui, on peut changer vraiment. Jean Mograoui, rapidement, vous êtes en avance. Très rapidement. Oui, si je suis élu demain, je m'opposerai à ce gouvernement qui ne me convient pas du tout. C'est aussi simple que ça. On a favorisé une fois de plus les grands groupes et on laisse tomber un peu les gens. On ne parle pas, ce gouvernement ne parle pas d'évasion fiscale. C'est pourtant un gros morceau, 80 milliards par an. On va pas refaire le débat. Francis Djoudi. Moi, je voudrais d'abord dire que sur le numérique, ça sera une priorité parce qu'on ne peut pas maintenir un service public de l'intérieur sans développer le numérique. Par contre, si je suis député, et je serai député, donc je serai le député de la Corse au sein de la République, bien sûr, je travaillerai avec mes collègues parlementaires, mais en concertation avec les élus locaux et les conseillers territoriaux, bien sûr, pour la Corse. Par contre, membre de la majorité présidentielle, je prendrai toute ma place pour m'investir dans les défis de demain. Voilà. Jean-Félix Accoyer. Eh bien, dans le droit fil de l'après-décembre 2015, nous sommes là pour changer ce pays. Donc effectivement, nous défendrons les adaptations aux lois générales, mais aussi le fait de passer à un autre stade des relations avec Paris, parce qu'il faudra bien un pouvoir législatif et réglementaire de plein droit, il faudra bien régler la question du foncier avec le statut de résident, bien sûr aller à l'amnistie, parce qu'il faut construire la paix dans ce pays et défendre les territoires de l'intérieur,
Et je rappellerai quand même que l'amendement d'Île-Montagne, c'est moi-même qui l'ai écrit en relation avec le ministre Bailey, ce qui prouve qu'à distance, nous pouvions agir. Donc, en étant présents et en relation avec le pouvoir de la collectivité, nous serons encore plus efficaces pour notre pays et uniquement pour cela. Jean-Martin Mondolone, vous concluez. Je crois qu'on a beaucoup parlé avec la raison ce soir. Je voudrais conclure avec le cœur. Dire à celles et ceux que j'ai rencontrés pendant des semaines maintenant combien j'ai eu plaisir à les connaître, à les reconnaître. Combien j'ai eu aussi de plaisir à découvrir quelles étaient leurs préoccupations. Combien j'ai eu de peine à découvrir certaines souffrances. Combien j'ai eu de joie aussi à découvrir l'enthousiasme qui guette chaque souffrance, qui se masque derrière chaque angoisse. Leur dire que je souhaite être, bien sûr, le député de la raison, mais aussi le député du cœur. Leur dire qu'il leur reste quelques heures, quelques jours pour se mobiliser, pour ouvrir avec moi une nouvelle offre politique basée sur le renouvellement des hommes, des idées, des pratiques, m'aider à m'engager avec d'autres, avec des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, à me rejoindre, à participer à un élan dynamique pour ouvrir la voie de l'avenir, à Strada Ilaban, la voie de l'espérance, à Strada Esperance, la voie de la victoire, à Strada dia Victoria. Eh bien, ce sera votre conclusion et la conclusion de ce débat. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Sébastien, merci à vous. La campagne sera close, effectivement, dans 2 heures et dans 48 heures. Ce sera donc à vous de choisir. On se retrouve donc dimanche soir sur IHTL à partir de 19h55 pour une soirée spéciale. Nous vous donnerons dès 20h les estimations dans chacune des circonscriptions de Corse et bien sûr les résultats, les analyses et les commentaires durant toute la soirée. Intanto, buonasera a tutti e a domenica prossima.